Il est 2 heures du matin, je suis assis dans ma chambre en cité U et je n'arrive pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé il y a 3 jours. Mon colocataire, Maxime, dit que je réagis de manière excessive. Ma copine, Chloé, dit que je dois apprendre à accepter une plaisanterie, mais quelque chose en moi a fondamentalement changé et je ne sais pas si je pourrais revenir en arrière. J'ai 20 ans, je suis en licence d'éco-gestion à l'université et je suis boursier. Chloé a 19 ans, elle est en licence Infocom et vient d'une famille aisée. Nous sortons ensemble depuis 8 mois. C'était bien. Ou du moins, je le pensais. Elle est extravertie, populaire, a toujours quelque chose d'amusant de prévu. Je suis plus discret, je travaille à temps partiel à la bibliothèque universitaire, BU, pour payer les frais que ma bourse ne couvre pas. On semblait s'équilibrer. Chloé est à fond sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. Elle filme toujours quelque chose, pense toujours à son contenu. Elle a environ 15 000 abonnés sur ses plateformes et parle constamment de vouloir devenir influenceuse. Je l'ai soutenue. J'ai participé à certaines de ses vidéos, je l'ai aidée à cadrer, je lui ai donné des idées. Ça ne m'a jamais dérangé parce que je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble. Il y a 3 jours, on devait se retrouver pour déjeuner entre 2 cours. Je suis arrivé à la cafétéria du campus où on se retrouve toujours et elle était déjà à notre table habituelle, mais quelque chose clochait. Elle était assise là, les bras croisés, le visage complètement sérieux, sans sourire quand je me suis approché. Je me suis assis en face d'elle. « Salut, ça va ?» Elle m'a regardé pendant un long moment et ses yeux étaient froids d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Lucas, il faut qu'on parle. » J'ai eu l'estomac noué. Tout le monde sait ce que signifie « il faut qu'on parle ». J'ai dit « d'accord, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a pris une grande inspiration et je jure qu'il y avait des larmes qui se formaient dans ses yeux. Je ne pense pas que ça marche encore. Je pense qu'on devrait rompre. Le monde a basculé. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Quoi? D'où ça sort? J'ai fait quelque chose de mal? Elle a secoué la tête et une larme a vraiment roulé sur sa joue. Ce n'est pas toi. C'est juste que je ne ressens plus la même chose. Je pense qu'on veut des choses différentes. Tu es concentré sur la fac et le travail, et j'ai besoin de quelqu'un qui peut suivre mon train de vie. J'essayais d'assimiler ça, d'essayer de comprendre comment on était passé de tout va bien hier à une rupture aujourd'hui. Chloé, on peut en parler? Si quelque chose ne va pas, on peut arranger ça. Je ne comprends pas ce qui a changé. Rien n'a changé, a-t-elle dit, la voix brisée. C'est ça le problème. Cette relation ne va nulle part. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de quelqu'un qui est plus. Ça a fait mal. Vraiment mal. Je suis boursier parce que ma famille ne peut pas payer mes études. Je travaille 20 heures par semaine pour payer mon loyer et ma bouffe. Je n'ai pas d'argent pour des rendez-vous chics ou des week-ends spontanés. Et soudain, ça faisait de moi quelqu'un de pas assez. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Je n'ai pas honte de l'admettre. J'étais dévasté. Je tenais vraiment à elle. Je pensais qu'on construisait quelque chose de sérieux. Alors c'est tout? Ma voix a craqué. 8 mois et tu arrêtes tout comme ça? Elle a hoché la tête en essuyant ses yeux. Je suis désolé, Lucas. Vraiment. Mais oui, je pense que c'est mieux si on arrête maintenant avant que quelqu'un ne soit encore plus blessé. Trop tard pour ça, ai-je pensé. J'étais déjà blessé, vraiment très blessé. Je me suis levé de la table. Mes mains tremblaient. J'ai dit quelque chose comme « Ok, j'imagine que c'est fini alors ». Et je suis sorti de la café. J'ai fait environ 15 mètres avant de devoir m'arrêter juste pour respirer parce que j'avais l'impression que j'allais vomir ou pleurer, ou les deux. Je suis retourné dans ma chambre à la Cité U et je suis resté allongé sur mon lit tout le reste de l'après-midi. Maxime est rentré et a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que Chloé m'avait largué. Il a dit quelques mots de soutien et m'a laissé seul. Environ 3 heures plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. Des messages de Chloé, plein. OMG, Lucas, je suis tellement désolé. C'était juste un prank, tu étais censé rire, bébé, allez. Tu sais que je t'aime, pourquoi tu ne réponds pas, tu vas vraiment être fâché pour une blague inoffensive. J'ai fixé ces messages, incrédule. Un prank?
Elle a fait semblant de rompre avec moi pour une blague? Je l'ai appelée. Elle a répondu immédiatement en riant. Oh mon Dieu, tu aurais dû voir ta tête. On aurait dit que quelqu'un était mort. Je n'ai pas pu parler pendant une seconde. Quand je l'ai fait, ma voix était plate. Ce n'était pas drôle. Bien sûr que c'était drôle. Allez, Lucas. Détends-toi. C'était juste une blague. Tu es tellement sérieux tout le temps. Tu m'as fait croire que notre relation était finie. J'ai pleuré. Tu m'as dit que je n'étais pas assez bien. Mais ce n'était pas réel, elle riait encore. C'est ça qui rend le truc drôle. Je ne pensais rien de tout ça. Mon Dieu, tu ne sais pas prendre une blague? Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Elle s'est énervée. Elle a dit que je faisais mon drama, qu'elle essayait juste de s'amuser. J'ai raccroché. C'était il y a 3 jours. Elle m'envoie des textos constamment, parfois pour s'excuser, parfois pour me dire que je surréagis, parfois pour essayer d'être douce et romantique comme si rien ne s'était passé. Mais voilà le truc, quelque chose en moi s'est brisé pendant cette conversation. Quand je pensais qu'elle rompait avec moi, j'ai ressenti une perte dévastatrice. Mais maintenant, sachant que c'était un prank, je ne ressens rien. Pas de soulagement, pas de joie qu'elle veuille rester ensemble. Juste rien. Je n'arrête pas de penser, quel genre de personne trouve drôle de faire ressentir une telle douleur à quelqu'un qu'elle est censée aimer? Quel genre de personne filme l'effondrement émotionnel de quelqu'un? Parce que Maxime m'a dit qu'il avait vu son téléphone en train d'enregistrer quand il est passé devant la cafétéria. Maxime dit que je devrais la larguer. Ma sœur Manon, qui est psychologue, dit que c'est un énorme red flag, drapeau rouge, mais Chloé continue de dire que je surréagis, que c'était inoffensif, que les couples se font des pranks tout le temps. Mise à jour 1. Hier, j'étais à la BU en train de réviser quand mon téléphone a vibré. Un message d'une fille, Léa, qui est dans mon cours de psychologie L2. On n'est pas des amis proches, juste des camarades sympas qui révisent parfois ensemble. Le message disait « Salut, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ça va ?» C'était vraiment dégueulasse. Je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. J'ai répondu en demandant ce qu'elle voulait dire. Elle m'a envoyé un lien TikTok. J'ai cliqué et mon estomac est tombé au sol. C'était le compte de Chloé. La vidéo avait été postée il y a 2 jours, le jour même du prank. La légende disait, quand ton mec ne sait pas prendre une blague couple goal prankoir drama. La vidéo était exactement ce à quoi vous vous attendez. Ça commençait avec elle installant le téléphone sur la table du café, puis moi arrivant, m'asseyant. On pouvait voir toute la conversation. Elle me disant qu'elle voulait rompre, moi devenant visiblement bouleversé, les larmes dans mes yeux, ma voix qui craquait quand je demandais ce que j'avais fait de mal. Et à la fin, après mon départ, la caméra a tourné vers son visage et elle souriait, un vrai grand sourire. Puis elle a fait un clin d'œil à la caméra et la vidéo s'est coupée. La vidéo avait 50 000 vues. 50 000 personnes m'avaient regardé vivre ce que je pensais être l'un des pires moments de ma vie. Les commentaires étaient un mélange de gens trouvant ça hilarant et de gens la traitant de cruelle. Elle avait répondu à certains commentaires pour se défendre, disant que c'était juste pour le fun et que je m'en étais remis. Sauf que je ne m'en étais pas remis. Et maintenant je savais pourquoi. Parce que ce n'était pas une blague spontanée qui était allée trop loin. C'était prémédité. Elle avait installé son téléphone. Elle avait planifié tout le truc spécifiquement pour filmer ma réaction, pour avoir du contenu, pour avoir des vues, des likes et des followers. Je me suis senti malade, physiquement malade. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Quand je suis rentré à ma chambre, Maxime a jeté un coup d'œil à mon visage et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai montré la vidéo. Il l'a regardée, son expression devenant de plus en plus colérique à chaque seconde. « Mec, a-t-il dit quand ça s'est fini, c'est de la maltraitance. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est de la violence psychologique. » J'ai essayé d'argumenter que c'était juste un prank, mais même en le disant, je savais que ça sonnait faux. Maxime a ouvert son ordi et a commencé à me montrer des articles sur la manipulation émotionnelle, sur le comportement narcissique, sur les gens qui utilisent leurs relations pour du contenu sur les réseaux sociaux. « Regarde ça », a-t-il dit en pointant son écran. Manipulation émotionnelle délibérée, utilisation de moments intimes pour le divertissement public sans consentement,
te faire douter de ta propre santé mentale, gaslighting, en te faisant croire que ta réaction émotionnelle normale est fausse. Lucas, c'est un cas d'école. J'ai appelé ma sœur Manon. Elle a fini son master de psycho il y a 1 an et travaille comme conseillère dans un lycée. Je lui ai tout raconté, le prank, la vidéo, les réactions de Chloé. Il y a eu un long silence au téléphone. Puis Manon a dit, « Lucas, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Ce qu'elle a fait constitue de la violence psychologique. Filmer et poster sans ton consentement est potentiellement du harcèlement et une atteinte au droit à l'image. Tu dois parler à quelqu'un au service de santé étudiante de ton université aujourd'hui. » Je n'avais jamais entendu ma sœur aussi sérieuse. D'habitude elle est détendue, elle plaisante, mais là sa voix était dure et professionnelle. « Et Lucas, a-t-elle ajouté, tu dois rompre avec elle. Pas à cause du prank, mais à cause de ce que le prank révèle sur qui elle est en tant que personne. Les gens qui t'aiment ne traitent pas ta douleur comme un divertissement. » Après avoir raccroché, je suis resté assis sur mon lit un moment, juste à assimiler. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des jours. J'ai regardé le compte TikTok de Chloé correctement. Il y avait d'autres vidéos, pas aussi dramatiques que le prank de rupture, mais similaires. Une où elle a oublié mon anniversaire et m'a filmé l'air déçu avant de révéler qu'elle avait en fait prévu une soirée. Une où elle m'a dit que ma chemise préférée me rendait moche et m'a filmé devenant mal à l'aise avant de dire qu'elle plaisantait. Une où elle a fait semblant d'avoir perdu la bague de ma grand-mère que je lui avais montrée, ma grand-mère est morte 2 mois avant, et m'a filmé en panique avant de révéler qu'elle blaguait. Chacune d'elles avait des milliers de vues. Chacune d'elles avait des commentaires de ses abonnés disant à quel point les réactions de son copain étaient drôles, à quel point j'étais dramatique, que je devais me détendre. Je savais qu'elle filmait du contenu. Je savais qu'elle voulait être influenceuse. Ce que je ne savais pas, c'est que je n'étais pas son copain. J'étais son contenu. Mes émotions, mes vulnérabilités, ma douleur, tout ça n'était que du matériel pour sa marque sur les réseaux sociaux. J'ai appelé Chloé. Elle a répondu tout excitée. « Hey bébé, tu as vu ma vidéo? Elle marche trop bien. Je t'avais dit que ce serait fun. Retire-la. » Ma voix est sortie froide et plate. Je ne la reconnaissais pas comme la mienne. Quoi? Elle avait l'air confuse. Retire la vidéo de moi maintenant. Je n'ai pas consenti à être filmé. Je n'ai pas consenti à être affiché en ligne. Retire-la. Oh mon Dieu, Lucas. Tu es tellement dramatique. C'est juste TikTok. Tout le monde fait des pranks à son copain. Je ne suis pas le copain de tout le monde. Je suis le tien. Ou je l'étais. Et tu as utilisé mes vraies émotions, ma vraie douleur, pour du divertissement, pour des vues. Tu as installé une caméra et tu m'as délibérément blessé pour pouvoir le filmer. Je ne t'ai pas blessé. C'était une blague. Chloé, j'ai pleuré. J'ai vraiment crié. Je pensais que je te perdais. Et toi tu souriais à la caméra. Silence. Puis, tu vas vraiment rompre avec moi pour ça après tout ce qu'on a vécu? Après tout ce qu'on a vécu? Je n'en croyais pas mes oreilles. Après tout ce que j'ai fait, j'ai soutenu ton contenu. Je t'ai aidé avec des idées. J'étais dans tes vidéos quand tu demandais. Et c'est comme ça que tu me remercies. En faisant de moi une blague publique. Tu es juste vénère parce que la vidéo te montre en train d'être émotif. Tu as honte. Je suis vénère parce que la personne en qui j'avais confiance a utilisé mes émotions contre moi. Il y a une différence. J'ai raccroché. Bloqué son numéro. Bloqué sur les réseaux sociaux. Puis j'ai pris rendez-vous avec le service psychologique de l'université pour le lendemain. Maxime a commandé des pizzas et on a passé la soirée à traîner, sans en parler. Mais avant d'aller me coucher, il a dit quelque chose qui m'est resté. Tu sais à quoi ressemblent les relations saines? Elles n'impliquent pas qu'une personne ait peur des blagues de l'autre. Elles n'impliquent pas d'être filmé sans consentement. Elles n'impliquent pas que ta douleur soit le divertissement de quelqu'un d'autre. Il avait raison. Je sais qu'il avait raison. J'aurais juste aimé le voir plus tôt. Mise à jour 2. J'étais à la maison des étudiants en train de bosser quand quelqu'un s'est assis en face de moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Camille, la meilleure amie de Chloé depuis la première année. Elles sont colocataires. Elles font tout ensemble. Elle avait l'air nerveuse, jouant avec son gobelet de café. « Salut, Lucas. On peut parler ?
Je pensais honnêtement qu'elle était là pour défendre Chloé, pour me dire que je surréagissais ou que j'étais méchant ou autre. J'ai dit, si tu es là pour me dire de lui pardonner, c'est non. Elle m'a coupé. Sa voix était calme mais ferme. Je suis là pour te montrer quelque chose. Mais tu dois me promettre que tu ne diras pas à Chloé que c'est moi qui te l'ai montré. Elle a sorti son téléphone et a ouvert un dossier. Chloé te documente depuis le début de votre relation, pas juste les trucs TikTok. Tout. Elle m'a montré vidéo après vidéo, photo après photo, des moments privés que je pensais être juste entre nous. Moi parlant des difficultés financières de ma famille. Moi me confiant sur le divorce de mes parents quand j'étais gosse. Moi pleurant après avoir raté un partiel important. Moi faisant une crise d'angoisse avant un gros exposé. Tout ça filmé. Tout ça sauvegardé dans un dossier privé sur le téléphone de Chloé étiqueté contenu Lucas. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Pourquoi tu me montres ça? Camille a baissé les yeux vers son café. Parce que j'en ai marre d'être complice. Je la regarde faire ça depuis des mois et je me disais que c'était sa relation, pas mes affaires. Mais après qu'elle a posté cette vidéo de rupture sans ton consentement, après avoir vu combien de gens la critiquaient et qu'elle en riait juste. Elle m'a regardé à nouveau. Ce n'est pas correct. Tu mérites de savoir. Elle a fait défiler d'autres fichiers. Il y avait des conversations par SMS entre Chloé et sa mère où Chloé se plaignait que j'étais trop ennuyeux, mais disait que j'étais un bon entraînement pour ses compétences de création de contenu. Il y avait des messages entre Chloé et d'autres amis influenceurs parlant de comment fabriquer des moments authentiques avec des partenaires. Il y avait même un fichier Excel, un véritable tableau Excel suivant quel type de vidéo de prank obtenait le plus d'engagement, lesquelles de mes réactions émotionnelles performaient le mieux avec son audience. J'ai fixé ce tableau et quelque chose en moi s'est juste brisé. Pas brisé comme avant, brisé comme un sortilège qui se rompt, comme se réveiller d'un cauchemar. Il y a plus, a dit Camille doucement. Chloé avait un copain avant toi. En première au lycée. Il s'appelait Thomas. Elle lui a fait la même chose. Prends, filmer les réactions, poster sans consentement. Il a fini par changer de lycée parce que les gens n'arrêtaient pas de lui en parler. Elle m'a montré l'Instagram de Thomas. Il avait posté à propos de son expérience l'année dernière, parlant de comment une relation toxique avait affecté sa santé mentale. J'ai lu ses posts et c'était comme lire ma propre histoire. Les mêmes tactiques de manipulation. Les mêmes défenses, c'est juste une blague. La même humiliation publique déguisée en divertissement. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant, j'ai demandé à Camille. Elle avait l'air honteuse. Parce que je pensais que tu étais différent. Je pensais que peut-être avec toi, elle s'intéresserait vraiment à quelqu'un plus qu'à son contenu. Et le temps que je réalise que j'avais tort, tu étais déjà trop impliqué. Elle a fait une pause. Je suis désolé. J'aurais dû te prévenir. Je lui ai demandé pourquoi elle parlait maintenant. Elle a dit, parce qu'hier, Chloé m'a dit sa prochaine idée de prank. Elle allait mettre en scène une fausse grossesse. Installer des caméras cachées dans ta chambre. Filmer ta réaction quand elle te dirait qu'elle est peut-être enceinte. Elle était excitée à l'idée de voir à quel point ça pourrait devenir viral. J'ai eu envie de vomir à nouveau. Ce n'est pas un prank. C'est juste de la cruauté. Je sais. Camille m'a regardé droit dans les yeux. C'est pour ça que je suis là. J'ai des copies de tout. Les vidéos, les textos, le tableau Excel. Si tu veux la signaler à l'université pour harcèlement, je témoignerai. Si tu veux poursuivre ça légalement, je serai ton témoin. J'ai fini de la protéger. Après le départ de Camille, je suis allé directement au centre de santé et j'ai demandé une session d'urgence avec le docteur Dubois, la psychologue que j'avais vue avant. Je lui ai tout montré ce que Camille m'avait donné. Le docteur Dubois a regardé les vidéos en silence. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec cette expression de préoccupation professionnelle mêlée à une colère sincère. Lucas, c'est l'un des exemples les plus clairs de violence psychologique systématique que j'ai vu en 15 ans de métier. Ce n'est pas un prank qui est allé trop loin. C'est de la manipulation calculée sur une longue période. Elle m'a expliqué que ce que Chloé faisait avait un nom, exploitation narcissique. Utiliser des relations intimes pour nourrir son besoin d'attention et de validation sans aucun égard pour le bien-être émotionnel de l'autre personne. Le fait qu'elle ait documenté vos vulnérabilités et tenu un tableau Excel sur vos réactions, a dit le docteur Dubois, montre que ce n'était pas un comportement impulsif.
C'était stratégique. Vous n'avez jamais été son partenaire. Vous étiez sa source de contenu. Elle m'a recommandé de déposer une plainte formelle auprès de la section disciplinaire de l'université. Elle a dit que filmer quelqu'un sans consentement dans des moments intimes ou émotionnels, puis le poster publiquement, constitue du harcèlement selon le règlement intérieur étudiant. J'ai déposé la plainte hier, soumis toutes les preuves que Camille m'avait données, plus les vidéos TikTok, plus mon propre témoignage sur le schéma de comportement. L'université a pris ça au sérieux, vraiment au sérieux. J'ai reçu un appel ce matin de la direction de la vie étudiante. Ils ouvrent une enquête formelle. Chloé est convoquée pour un conseil de discipline. S'ils la trouvent en violation du code de conduite, elle pourrait faire face à une suspension ou une exclusion. Chloé ne le sait pas encore. Elle essaie de me contacter par le biais d'amis, via d'autres comptes sociaux, elle s'est même pointée à ma résidence hier, mais Maxime lui a dit que je n'étais pas là. Elle pense que je suis juste têtu à propos de la rupture. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Dernière mise à jour. L'enquête de l'université a avancé vite une fois qu'ils ont vu les preuves. Le témoignage de Camille, le témoignage de Thomas, le schéma de comportement documenté. Ça a peint un tableau clair. Le conseil de discipline a eu lieu 2 semaines après que j'ai déposé la plainte. J'ai dû témoigner. Camille aussi. Thomas aussi via appel vidéo puisqu'il est dans une autre fac maintenant. La commission a passé en revue toutes les vidéos, le tableau Excel, les conversations SMS. Ils ont regardé les vidéos TikTok. Ils ont regardé le schéma. La défense de Chloé était celle à laquelle on s'attendait. C'était juste des trucs de couple, les couples se font des pranks, il est juste énervé parce qu'on a rompu. Mais ensuite, ils lui ont montré le tableau Excel. Son tableau. Celui où elle avait littéralement catégorisé mes réactions émotionnelles par métrique d'engagement, suivi quelle vulnérabilité performait le mieux avec son audience, planifier le futur contenu basé sur ce qui obtenait le plus de vues. Le président du conseil lui a demandé de but en blanc, « Mademoiselle Mercier, comprenez-vous la différence entre une relation et la création de contenu ?» Elle a essayé d'argumenter que tous les influenceurs utilisent leur vie pour du contenu, que c'est normal pour sa génération, que tout le monde filme tout maintenant. Le président l'a coupé. Monsieur Durand n'a pas consenti à être filmé pendant des moments intimes et vulnérables. Il n'a pas consenti à ce que ces moments soient postés publiquement. Vous avez documenté sa douleur systématiquement pour votre propre bénéfice. Ce n'est pas une dynamique relationnelle. C'est de l'exploitation. Le verdict est tombé 3 jours plus tard. Chloé a violé plusieurs sections du règlement intérieur. Harcèlement, enregistrement non consenti, création d'un environnement hostile. L'université l'a suspendue pour le reste de l'année universitaire. Elle doit suivre une thérapie avant de pouvoir être réadmise et il y a une ordonnance de non-contact. Elle n'a pas le droit de me contacter par quelque moyen que ce soit sous peine d'exclusion définitive. Mais les conséquences sont allées au-delà de l'université. Vous vous souvenez que j'avais mentionné que Chloé avait un stage prévu, un poste en marketing dans une agence de médias sociaux de taille moyenne pour l'été, pouvant mener à un emploi après le diplôme? C'était l'opportunité de ses rêves, un tremplin pour sa carrière d'influenceuse. L'agence a trouvé les vidéos TikTok, a trouvé celles qu'elle avait supprimées mais que les gens avaient sauvegardées et repostées. Ils ont trouvé des captures d'écran d'elle défendant son comportement dans les commentaires. Leur service RH a décidé que quelqu'un qui montrait un manque d'empathie aussi préoccupant et un mépris pour le consentement ne correspondait pas aux valeurs de leur entreprise. Ils ont annulé l'offre de stage. Ses parents l'ont appris non pas par elle, mais par la notification de l'université concernant sa suspension. D'après Camille, qui est depuis devenue une bonne amie, il soutenait initialement Chloé, jusqu'à ce qu'il regarde réellement les vidéos et voit le tableau Excel. Sa mère l'a qualifié de méconnaissable et a dit qu'il ne l'avait pas élevé pour traiter les gens comme ça. Il l'oblige à rentrer à la maison pour la période de suspension. Plus d'appartement, plus d'argent de poche. Son groupe d'amis a éclaté. Beaucoup de gens soupçonnaient que Chloé était toxique mais suivaient le mouvement parce qu'elle était populaire et fun. Une fois que Camille a parlé et que l'enquête est devenue publique, d'autres ont commencé à partager leurs propres expériences. Des histoires sur la façon dont Chloé fabriquait des drames, comment elle montait les amis les uns contre les autres pour du contenu, comment tout tournait toujours autour de sa marque. Elle a perdu environ 12 000 abonnés depuis que ça a commencé. Les gens ne veulent pas soutenir une influenceuse dont le contenu est bâti sur la violence psychologique. Ses commentaires sont inondés de gens la dénonçant. Il y a 2 semaines,
elle a essayé de me contacter via un faux compte Instagram, a envoyé un long message disant qu'elle avait appris sa leçon, et voulait qu'on discute et peut-être repartir à zéro quand elle reviendrait à la fac. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai transféré à la direction de la vie étudiante comme preuve de violation de l'ordre de non-contact. Je l'ai aussi envoyé au docteur Dubois, ma psy, qui l'a ajouté à mon dossier documentant le schéma de comportement. L'université a ajouté un autre semestre à sa suspension. Quant à moi, je vais mieux que je ne le pensais. Le centre de santé du campus m'a mis en contact avec un groupe de soutien pour les étudiants ayant vécu de la violence psychologique dans leurs relations. Il s'avère que je ne suis pas seul. Il y a tout un groupe d'entre nous apprenant à reconnaître les signaux d'alarme et à reconstruire la confiance en nous-mêmes. Je vois le docteur Dubois chaque semaine. Elle m'a aidé à comprendre que ce que j'ai vécu n'était pas juste une mauvaise relation. C'était de l'exploitation systématique. Que la raison pour laquelle je me sentais si confus et coupable était parce que c'est ce que fait la manipulation. Ça vous fait douter de votre propre réalité. Il y a environ 3 semaines, j'étais en train de réviser à la BU quand Léa, la camarade de classe qui m'avait envoyé le lien TikTok en premier, s'est assise à ma table. On a commencé à parler, vraiment parler. Elle m'a dit qu'elle avait en fait voulu m'inviter à sortir depuis des mois, mais ne l'avait pas fait parce que j'étais avec Chloé. On a eu 4 rendez-vous. De vrais rendez-vous où on parle de vraies choses et on rit à de vraies blagues et personne ne filme personne sans consentement. Elle est étudiante en psycho comme Maxime, passionnée par la défense de la santé mentale, et elle pense que mes émotions sont quelque chose à respecter, pas à monétiser. C'est le début, mais c'est sain. Et après Chloé, ça semble révolutionnaire. Maxime est devenu mon meilleur pote à travers tout ça. On a lancé une asso sur le campus appelée Vrai Parler, Real Talk, qui se concentre sur l'éducation aux relations saines et la reconnaissance de la violence psychologique. On a eu 2 réunions jusqu'à présent avec environ 30 étudiants présents à chaque fois. Apparemment, il y a un besoin pour cette conversation sur le campus. Thomas et moi sommes restés en contact. Il va bien dans sa nouvelle école, en thérapie, a une copine qui le traite avec un véritable respect. Il m'a dit que me voir parler l'avait aidé à assimiler sa propre expérience, que savoir qu'il n'était pas seul avait fait une différence. La semaine dernière, je marchais sur le campus et j'ai vu Chloé de loin. Elle était avec des gens que je ne reconnaissais pas, se faisant probablement de nouveaux amis puisque ses anciens l'ont laissé tomber. Elle m'a vu au même moment. Pendant une seconde, on s'est juste regardé. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai rien ressenti à part du soulagement qu'elle ne soit plus mon problème.